Voici un exemple d'un anneau non factoriel, un peu universel, dans le sens suivant. Si R est un anneau factoriel, R a la propriété suivante. Si jamais on a une suite infinie d'éléments de R qui a la propriété que AN plus 1 divise AN, c'est-à-dire chaque élément de la suite divise son prédécesseur, alors, à partir d'un certain rang, grand N, à partir d'un certain rang, donc pour tout petit n supérieur à grand N, l'élément AN is N plus 1 est associé à AN. C'est-à-dire, il existe un inversible U dans R, tel que U fois AN plus 1 égale à AN. Autrement dit, AN plus 1, c'est un diviseur trivial de AN is N. Ça se démontre très facilement en montrant, en utilisant la décomposition en facteur irréductible dans R. On va mettre en évidence un anneau qui n'a pas cette propriété-là. Et ça va être un exemple universel pour un anneau qui n'a pas cette propriété-là. Donc pour le construire, on va donc considérer un anneau dans lequel on a déjà a priori une suite infinie d'éléments. Donc je considère des indéterminés A0, A1, A2, ainsi de suite. Et je voudrais quotienter l'anneau de façon à ce que A0 soit divisible par A1. Donc j'ai besoin d'avoir un nom pour le quotient, pour le dire comme ça. Les quotients B1, les quotients vont être B1, B2, ainsi de suite. Et je vais quotienter par un idéal qui fait en sorte que dans le quotient, A0 va être égal à A1 B1. Donc je quotiente par l'idéal engendré par A0 moins A1 B1. Et je voudrais que dans le quotient, A1 soit égal à A2 B2. Donc l'élément suivant, le générateur suivant, ça va être A1 moins A2 B2. Ainsi de suite. Le générateur général, ça va être AN, je veux que dans le quotient, AN soit égal à AN plus 1 fois BN plus 1. Donc on définit l'idéal I par cette famille génératrice-là, et on va poser R, le quotient de l'anneau de polynômes A0, A1, etc., B1, B2, etc. Et on quotiente par l'idéal. Alors le but ici, c'est de démontrer que R n'est pas factoriel. Justement en montrant que R ne satisfait pas la propriété par laquelle on a commencé. Remarquons que dans R, justement, quotienté par l'idéal engendré par AN moins AN plus 1, BN plus 1, on a bien la classe de AN est égale à la classe de AN plus 1 fois la classe de Bn plus 1. C'est-à-dire, la classe de AN plus 1 divise la classe de AN, pour tout n dans n. Donc on a bien une suite infinie d'éléments dans R, avec la propriété que tout élément de la suite divise son prédécesseur. Donc pour montrer que R n'est pas factoriel, on va montrer que la classe de AN plus 1 n'est pas associée à la classe de AN. Pour cela, on va montrer que le quotient dans cette division, pour le dire ainsi,
B indice n plus 1 n'est pas inversible. Mais cela ne suffit pas, parce que je dis bien le quotient pour ainsi dire, ben, si dans un anneau quelconque un élément divise un autre, on ne peut pas définir le quotient. On peut définir le quotient seulement si l'anneau est intègre. Donc il sera utile de démontrer aussi que R est intègre. Et que chaque AN est non nul dans R. Avec ces choses-là, on peut facilement en déduire que ce qui implique que la classe de AN plus 1 n'est pas associée à la classe de AN. Ça, c'est facile de vérifier. Donc, on va montrer tout ça. Montrer que R est intègre est de toute façon intéressant, parce que si R n'était pas intègre, il ne serait pas un anneau factoriel pour des raisons triviales, parce qu'un anneau factoriel est supposé d'être intègre. Mais même pour montrer que la classe de AN plus 1 n'est pas associée à la classe de AN, il est utile de savoir que R est intègre. Comment on peut vérifier? On va commencer par démontrer que la classe de Bn n'est pas inversible, quel que soit n un entier naturel non nul. Pour cela, il sera utile d'étudier l'anneau R de manière un peu plus précise. Donc on va étudions les morphismes d'anneau de R dans un anneau S quelconque. Si F est un morphisme de R dans S, on peut poser AN l'image de la classe de AN et Bn l'image de la classe de Bn. Ça va être des éléments de S. Donc je récupère deux suites infinies d'éléments de S, une suite indexée par les entiers naturels et une suite indexée par les entiers naturels non nuls, tels que qui ont la propriété de ces deux suites ont la propriété suivante. On a AN égale à AN plus 1, B indice N plus 1. Ça c'est clair. Pourquoi on a ça? Parce que AN c'est F de la classe de AN, et dans le quotient, on sait que la classe de AN, c'est la classe de AN plus 1 que multiplie la classe de Bn plus 1. Et donc, comme F est un morphisme d'anneau, l'image de ce produit, c'est produit des images, et donc on récupère A indice N plus 1 fois B indice N plus 1. Donc si jamais on a un morphisme d'anneau R, de l'anneau R qu'on vient de définir, dans n'importe quel anneau S, on récupère deux suites d'éléments de S qui sont liés par cette propriété que A indice N égale A indice N plus 1, B indice N plus 1. Et réciproquement, si S est un anneau muni de deux suites AN et BN, si S est un anneau muni de deux suites AN et BN, donc c'est des suites dans S, qui ont la propriété que AN c'est A indice N plus 1 fois B indice N plus 1, quel que soit N dans N, alors il existe un unique morphisme F de R dans S, tel que F envoie la classe de AN sur petit a indice N, et F envoie la classe de Bn sur B indice N. En effet,
comme R est un quotient, est le quotient d'un autre polynôme par l'idéal I, on va définir d'abord un morphisme G sur l'anneau dont on a pris le quotient en valeur d'un S. Ça, c'est un anneau de polynôme. G part d'un anneau de polynôme, donc il est très facile de définir un morphisme sur un tel anneau. On le définit en disant ce que G fait avec le générateur de cet anneau de polynôme. On veut que G envoie A indice n sur petit a indice n, et G envoie B indice n sur petit b indice n. Alors comme A indice n est égal à A indice n plus 1, B indice n plus 1, on a G envoie an moins an plus 1, bn plus n plus b indice n plus 1 sur G est un morphisme d'anneau, donc ça l'envoie sur a indice n moins a indice n plus 1, b indice n plus 1, et ça c'est 0. Donc du coup, G envoie chaque générateur, ça c'est vrai quel que soit n dans n. Donc G envoie tous les générateurs de l'idéal I sur 0. Donc il s'ensuit que G envoie tout l'idéal I sur 0. Et donc, G induit un morphisme F de R dans S. Et F a la propriété que F envoie la classe de AN sur A indice N, et F envoie la classe de BN sur B indice N. Et il est facile de voir que le morphisme F est unique avec cette propriété. En conclusion, on a établi une bijection. On a établi une bijection entre l'ensemble des morphismes de R dans un anneau donné S et l'ensemble des suites AN, BN dans S qui ont la propriété que AN est égal à AN plus 1 fois BN dizaine n plus 1. Et c'est ça ce qu'on va utiliser pour montrer que la classe de Bn est non inversible. Donc montrons maintenant que la classe de Bn n'est pas inversible dans R. Donc je construis en fait un morphisme F de R dans Z tel que F envoie Bn sur un non inversible de Z. Plus précisément, on construit un morphisme tel que F envoie la classe de Bn sur 2, qui n'est pas inversible dans Z. Les inversibles de Z, c'est plus ou moins 1. Donc ça montre que la classe de Bn n'est pas inversible, parce qu'un morphisme d'anneau envoie un inversible sur un inversible. Donc pour construire un tel morphisme, je vais donc considérer deux suites d'éléments de Z convenables. Donc une suite AN et BN, des suites dans Z définies par je vais prendre la suite AN, A0 c'est 2 puissance n. Le terme A indice 1, ça va être 2 puissance n moins 1, ainsi de suite, jusqu'à A indice n qui va être 2 puissance 0, c'est-à-dire 1, égal à A indice n plus 1, etc. Après, à partir du rang n, la suite AN, c'est la suite constante égale à 1. La suite Bn commence avec B1,
B1, je prends égal à 2. Parce que 2 fois 2 puissance n-1 est égal à 2 puissance n. Donc j'ai bien la propriété nécessaire. Je prends tous les BI égale à 2, jusqu'à B indice n, qui est égal à 2. Comme ça, Bn fois An, c'est bien égal à A indice n-1. Et à partir de B indice n plus 1, le terme de la suite B sont tous égaux à 1. Donc ça, c'est deux suites d'éléments de Z, et on a bien que A indice M est égal à B indice, pardon, A indice M est égal à A indice M plus 1 facteur de fois B indice M plus 1. A indice M est égal à A indice M plus 1 fois B indice M plus 1, quel que soit M dans N, pour construction. Et donc ces deux suites dans N nous donnent un morphisme, soit F, le morphisme associé. C'est-à-dire, F, c'est le morphisme de R dans Z, qui envoie la classe de AN sur petit a indice n, et F envoie la classe de Bn sur petit b indice n. En particulier, ici c'est le AM, le n est fixe ici. C'est le m qui court, donc m ici c'est un entier naturel. Et pour le bm, c'est des entiers naturels non nuls. En particulier, f envoie le nème élément de la suite classe de bm sur b indice n, et b indice n c'était 2, et qui n'est pas inversible. Donc ça montre bien que Bn n'est pas inversible, quel que soit n. D'ailleurs, le même argument, le même morphisme montre aussi que A indice n-1, la classe de A indice n-1 n'est pas 0. Ce même morphisme, pour n fixe, a la propriété que la classe de an-1, c'était A indice n-1. A indice n-1 est égal à 2 pour ce morphisme f. Donc du coup, il est non nul. C'est non nul dans Z. Du coup, la classe de an-1, ça c'était pour n, on a démontré ça, quel que soit n, un entier naturel non nul. Donc du coup, on en déduit que la classe de an est non nulle dans R, quel que soit n dans n. C'était aussi un énoncé qu'on voulait démontrer. Maintenant, pour terminer, il suffit de montrer il nous reste à montrer que R est intègre. Pour montrer que R est intègre, on va montrer que R est une réunion croissante de sous-anneaux intègres. En fait, on définit une version finie de R, où je me fixe un n, un entier naturel, peut-être non nul, peu importe, et on définit R indice n, la version finie de R, où A0, les indéterminés vont de A0 à n et B1 à B indice n. Et je quotiente par l'idéal I indice n, où I indice n, c'est l'idéal engendré par A0 moins A1 B1 jusqu'à AN-1 moins AN BN. Cet anneau, c'est une version finie de R. Si F est un morphisme de Rn dans S, on pose A indice M, ça va être la classe de A indice M, l'image de la classe de A indice M,
c'est un élément de S. Ça c'est un sens pour M allant de 0 à N. Et je pose B indice M, c'est l'image de la classe de BM. Donc ça c'est un sens pour M va de 1 à N. Donc on récupère deux suites finies, une de longueur n plus 1 et une de longueur n, qui sont reliées par la relation suivante. On a A indice M est égal à A indice M plus 1 fois B indice M plus 1, pour M va de 0 à N-1. Naturellement, par cette relation est vérifiée pour les classes de AM et les classes de BM dans l'anneau Rn. Et réciproquement, si S est un anneau et on a deux suites AM où M va de 0 à N et BM où M va de 1 à N, si ça c'est des suites finies dans S, avec la propriété que A indice M c'est A indice M plus 1 fois B indice M plus 1, pour M compris entre 0 et N-1, alors il existe un unique morphisme f de Rn dans S, tel que f envoie la classe de AM dans Rn sur petit a indice M, et f envoie la classe de Bm sur petit b indice M. Autrement dit, les morphismes de Rn dans S sont encore en bijection avec des suites finies, cette fois-ci satisfaisant une certaine relation. Et c'est ça ce qu'on va utiliser pour construire un morphisme. Donc soit maintenant f indice n, le morphisme de Rn dans l'anneau R de tout à l'heure. C'est l'unique morphisme, c'est le morphisme associé à, pour définir un morphisme de Rn dans n'importe quel anneau R, il faut donner deux suites finies, comme tout à l'heure, dans R. Donc je prends les deux suites, je prends la première suite dans R de longueur n plus 1, ça va être la suite classe de A0 jusqu'à la classe de AN. Et la deuxième suite, ça va être la suite classe de B1 jusqu'à la classe de Bn, qui vérifie naturellement ce qu'il faut pour définir un morphisme à partir de l'anneau Rn dans R. C'est-à-dire, on a f envoie la classe de AM sur la classe de AM dans Rn sur la classe de AM dans R, pour M compris entre 0 et n, et f envoie la classe de Bm sur la classe de Bm, pour M compris entre 0 et n. Donc ici, j'ai la même notation pour les classes d'indéterminés, que ce soit des classes modulo IN ou des classes modulo I. Je pense que ça, il n'y a pas de confusion possible. En tout cas, voici un morphisme f indice n de Rn dans R. Je peux aussi construire un morphisme Gn de R dans Rn. Pour construire un morphisme à partir de l'anneau R, il faut donner des suites infinies dans l'anneau d'arrivée. Donc maintenant, on va prendre G indice n, le morphisme associé à deux suites infinies dans Rn. Alors, qu'est-ce que je prends comme suite infinie dans Rn? La première suite infinie dans Rn, c'est A0, classe de A0, classe de A1, jusqu'à la classe de AN. Et après, il faut que ce soit une suite infinie, donc je prends la suite constante A indice n, sa classe dans Rn. Ça, c'est la première suite.
Et la deuxième suite, je prends la classe de B1 dans Rn, parce que la classe de B1 fois la classe de A1 est bien égale à la classe de A0. Jusqu'à la classe de Bn, ça, la classe de Bn fois la classe de An est égale à la classe de An is n-1 dans Rn. Et ensuite, il faut aussi un n plus unième élément de la suite de Bm, qui a la propriété que multiplié par la classe d'An soit égal à la classe de An. Donc je prends la classe de 1 dans Rn. Comme ça, j'ai bien deux suites infinies dans Rn qui définissent le morphisme de R dans Rn. En fait, on a tout simplement Gn envoie la classe de Am sur la classe de Am si m est inférieur ou égal à n, et sur la classe de An si m est supérieur ou égal à n plus 1. Et G indice n envoie la classe de Bm dans R, sur la classe de Bm dans Rn, si m est inférieur ou égal à n, et sur la classe de 1, si m est supérieur ou égal à n plus 1. Voilà le morphisme Gn de R dans Rn. Alors ce qui est immédiat, c'est que si je compose, donc pour rappeler, j'ai f indice n, c'est le morphisme de Rn dans R, et G indice n, c'est le morphisme de R dans Rn. Si je compose ces deux morphismes, j'ai le morphisme G indice n rond f indice n, et je prétends qu'il est égal à l'identité sur l'anneau R indice n. Ça, c'est facile de voir parce que Gn rond Fn sur la classe de Am, Fn envoie la classe d'Am sur la classe d'Am, et comme m est inférieur à n, Gn envoie la classe de Am sur Am. Donc en fait, Gn rond Fn est égal à l'identité sur ce générateur-là de l'anneau Rn. Donc ça, c'est pour m compris entre 0 et n. Et de même, Gn rond Fn envoie la classe de Bm sur la classe de Bm, pour m compris entre 1 et n. Et comme les Am et Bm engendrent l'anneau Rn sur Z, on en déduit que Gn rond Fn est égal à l'identité. On pourra encore le démontrer en utilisant la propriété universelle de cet anneau Rn. C'est-à-dire, le morphisme de Rn dans Rn est défini par une suite. Ici, c'est la suite canonique dans Rn, les deux suites canoniques dans Rn. Bon, bref, en tout cas, Gn rond Fn est égal à l'identité sur Rn. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend en particulier que Fn est injectif. En particulier, le morphisme Fn, de la version finie de R, donc l'anneau Rn is n dans R, est injectif. C'est un morphisme injectif. Et donc, Fn est un isomorphisme de Rn sur son image. Qu'est-ce que c'est que l'image de Fn? L'image de Fn, c'est le sous-anneau de R obtenu en adjoignant à Z les éléments classe de A0 jusqu'à la classe de An et la classe de B1 jusqu'à la classe de Bn. Dans R, c'est des classes dans R. Il suffit de rappeler la définition de Fn pour le voir. Donc Fn est un isomorphisme sur cet anneau-là, et on voit bien que l'anneau R, c'est la réunion croissante, du coup, sur n un entier naturel, peut-être non nul,
peu importe, c'est la réunion croissante de l'image de Fn. Donc pour montrer que R est intègre, il suffit maintenant de démontrer que ces sous-anneaux images de Fn sont intègres, mais comme ils sont isomorphes à Rn, on va démontrer que Rn est intègre. Donc on montre que chaque anneau Rn est intègre. Alors ça c'est facile parce que Rn c'était l'anneau quotient A0 AN B1 BN quotienté par l'idéal engendré par A0 moins A1 B1 jusqu'à AN-1 moins AN moins AN BN. Donc dans cet anneau, on quotiente par l'idéal engendré par A0 moins A1 B1. On peut quotienter d'abord par l'idéal engendré par A0 moins A1 B1. Et comme ça, c'est un polynôme de degré 1 unitaire en A0. En fait, cet anneau-là est isomorphe à l'anneau Z crochet A1 AN B1 BN quotienté par l'idéal A1 moins A2 B2 jusqu'à A indice N-1 AN BN. Et ainsi de suite. On peut se débarrasser de toutes les indéterminées AM, sauf le dernier. Et à ce moment-là, l'idéal par lequel on quotiente devient l'idéal nul. Donc à la fin, on voit que l'anneau Rn est naturellement isomorphe à l'anneau Z crochet AN B1 BN et est donc intègre. Voilà, ça finit l'exemple d'un anneau en quelque sorte universel, à savoir R, un anneau universel non factoriel. C'est-à-dire on a une suite infinie d'éléments dans R qui a la propriété que chaque élément de la suite divise le prédécesseur. Aucun des deux éléments de la suite sont associés entre eux.